Nous reprenons les travaux et nous allons écouter donc M. Jean-Louis Rastoin, membre de l'Académie d'agriculture de France, professeur émérite à Montpellier Supagro, fondateur de la chaire UNESCO et du réseau Inuit en alimentation du monde. M. Rastoin, nous vous écoutons. Merci tout d'abord aux deux académies pour leur invitation. Alors j'ai une tâche à la fois simple et difficile. Simple parce que la plupart des choses que je vais mentionner tout à l'heure ont déjà été dites sous une forme ou sous une autre. Et ce qui est difficile évidemment, c'est de ne pas faire de la répétition. Alors je vous propose un menu en 3 points. Oui, j'en profite pour élargir un peu les perspectives en termes historiques et géographiques. Ensuite, un exercice de prospective simplifié, et avec une phrase, une question un peu de provocation, c'est-à-dire est-ce que l'avenir de l'agriculture, ce sont les fermes verticales ou est-ce que ce sont les terroirs? Et en conclusion, je reviendrai sur la question fondamentale des politiques, parce que sans politique adéquate, il n'y aura pas de développement agricole et alimentaire. Alors quelques mots sur notre planète alimentaire aujourd'hui, et je vais reprendre en ce qui concerne les systèmes alimentaires la définition de notre regretté collègue Louis Malassis, qui indiquait que le système alimentaire, c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Une définition très pédagogique et très fine à la fois, et qui insiste sur justement la variabilité des systèmes alimentaires dans le temps. Et Malassis présentait ce schéma-là que j'ai complété en disant mais finalement c'est une histoire très longue, hein, puisqu'il faut remonter aux origines de l'Homo sapiens, et nous avons connu différents âges alimentaires. Le plus long, c'est la cueillette et la chasse, hein, c'est-à-dire la prédation directe sur la nature, qui est possible parce que la démographie est très, très faible. En même temps, on ramène ça à une échelle annuelle, hein, pour faciliter les comparaisons. Ensuite, il y a l'âge agricole depuis le néolithique, et là, ça fait 18 jours par rapport à un an précédemment. Donc c'est très court déjà, rien que l'âge agricole, il est très, très, très petit, hein. Ensuite, on a eu une division du travail et apparition de l'activité commerciale et agroalimentaire, 4 jours. Et l'agro-industrie, dans laquelle nous vivons depuis à peu près un siècle, c'est 4 heures seulement. Donc les pas de temps sont accélérés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes à une époque un peu charnière, de mutation, de changement, certains disent de rupture, et donc il ne faut pas refuser ça, parce que le modèle précédent, qui est en train de se terminer probablement, eh bien, est un modèle finalement très récent à l'échelle de l'histoire. Alors je reviens à la définition du système alimentaire. La théorie des systèmes est très riche, apporte beaucoup, et répond d'ailleurs à la question de notre collègue architecte tout à l'heure. C'est certain que l'agriculture envisagée pour elle-même et par elle-même ne peut pas permettre à la fois le développement de l'agriculture et surtout le développement de la société, puisque l'agriculture est la base de l'alimentation. Donc aujourd'hui, on a des chaînes complexes, hein, qui sont figurées ici, c'est-à-dire vous avez une première lecture verticale qui est la production d'aliments, avec l'agriculture, l'artisanat et l'industrie alimentaire. Ensuite, vous avez le deuxième pilier, c'est à droite, ce sont les différents canaux de distribution. Et enfin, c'est le consommateur. Et j'ajoute 2 dimensions très importantes, hein, qui nous sont amenées par la méthode des systèmes. C'est que tout système doit être défini par ses frontières, si je puis dire, hein. Et ici, ce sont des frontières qui sont géographiques, spatiales. Et on a évoqué tout à l'heure le mouvement de globalisation. C'est certain que la planète alimentaire est en train de se globaliser. Mais en même temps, il y a une revendication forte des producteurs et des citoyens pour une territorialisation ou une régionalisation de la production d'aliments. Et le second aspect qui est important, c'est la régulation de ces systèmes alimentaires. Impérativement, il nous faut des politiques publiques, pour les raisons qui ont été expliquées par Sophie Toyer tout à l'heure, mais il y a aussi des régulations privées, par les contrats entre acteurs privés et par la définition de normes. Et le dernier élément de la théorie des systèmes qui est très important, ce sont les boucles de rétroaction, c'est-à-dire que les acteurs interagissent entre eux, mais ils interagissent
sur leur environnement. Et donc la remarque sur les déchets agricoles en zone urbaine, ou les déchets alimentaires en zone urbaine, est une remarque tout à fait intéressante. Alors, je vais beaucoup simplifier pour faciliter l'analyse, sachant que, comme je l'ai indiqué dans la diapo précédente, les systèmes alimentaires, les catégories de systèmes alimentaires sont extrêmement nombreuses encore aujourd'hui. Mais pour simplifier, on peut ramener ça à 3 catégories, et en se basant sur la répartition de ces 3 catégories entre les consommateurs. Donc aujourd'hui, clairement, nous sommes dans la configuration agro-industrielle de production et de consommation de masse. Pourquoi? Parce que ce modèle qui a été inventé par les pays occidentaux est en train de se généraliser par le biais des pays émergents. La Chine suit ce modèle, le Brésil aussi, et les autres pays plus petits qui sont derrière aussi, également. Donc là, on a plus de la moitié des consommateurs qui sont nourris sur une base de système agro-industriel. Ensuite, on a un bon tiers qui sont dans la configuration traditionnelle, bien expliquée tout à l'heure par Pierre-Marie Bosc. Et enfin, entre les deux, il y a une multiplicité de formes intermédiaires qui combinent à la fois l'agro-industrie, mais aussi les savoir-faire traditionnels. Et c'est ça le gisement des systèmes alimentaires du futur, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont en expérimentation, encore très marginales on peut dire, mais dont les taux de développement sont rapides. Alors, quelques mots sur le système agro-industriel. Donc Pierre-Marie tout à l'heure l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus, sauf la question de la financiarisation, qui, à mon avis, est une question irréductible, c'est-à-dire que financiariser le système alimentaire, c'est tout à fait contre-productif, et j'allais dire contre-nature, par rapport à l'activité agricole et à l'activité alimentaire, qui sont sur des pas de temps longs, des pas de temps d'investissement, des pas de temps d'élaboration de produits, mais aussi des pas de temps de régime alimentaire en termes de consommation. Quand on parle de financiarisation, c'est l'investissement, c'est l'agriculture de firme, hein, ou alors ce sont des multinationales qui sont possédées par des fonds d'investissement, dont le seul objectif, c'est le court terme, donc rapport financier trimestriel, et le deuxième objectif, c'est maximisation du retour sur l'investissement, c'est-à-dire les dividendes récupérés sur les actions investies. Donc ça ne peut pas fonctionner correctement, c'est extrêmement vulnérable, c'est-à-dire qu'il suffit que, et on l'a vu en 2007-2008, hein, où tout le système a été fragilisé avec des triplements, quadruplements des prix qui mettent dans l'embarras les consommateurs, évidemment. Hein. Donc c'est une vulnérabilité très forte. Et il est nécessaire d'avoir un autre mode de gouvernance que ce mode de gouvernance par les marchés financiers. Le système traditionnel, bon, petites exploitations, avec cependant un avantage, c'est l'adaptation à l'écosphère. Les filières sont mal organisées, la productivité est très faible, et c'est comme on dit, une trappe de pauvreté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des revenus décents avec cette activité. Alors si je fais un bilan rapide, je dois noter des avancées considérables, et je parle globalement en moyenne, je vous donnerai des graphiques tout à l'heure qui sont des moyennes mondiales. Donc la productivité agricole, c'est-à-dire les rendements par hectare, mais aussi par travailleurs agricoles, et les rendements dans les usines aussi, ont connu une véritable explosion en l'espace d'un siècle, et même du dernier demi-siècle. Les prix ont considérablement baissé, et je parle ici évidemment de prix en termes réels, c'est-à-dire j'enlève l'inflation. Et la sûreté alimentaire a beaucoup progressé. Voilà un exemple de progression fantastique. Hein. Il s'agit des céréales mondiales. Les rendements ont triplé en 50 ans. Et les superficies ont augmenté de moins de 20%. Donc vous voyez qu'on a trouvé des solutions malgré la rareté des terres par l'augmentation des rendements. Évidemment, la grande question, c'est est-ce que je peux continuer? Est-ce que cette courbe n'est pas en train d'atteindre une asymptote, un plafond? Et c'est ce que sont en train d'analyser et de montrer les spécialistes des cultures végétales, notamment. En France, notamment, on observe un plafonnement des rendements, mis à part les crises conjoncturelles pour cette année.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est toujours depuis Malthus, hein, le fameux débat, qu'est-ce qui va plus vite, la production d'aliments ou la population? Ben, vous voyez que clairement ici, et Malthus s'était trompé, heureusement pour nous, le progrès technique et scientifique a permis d'augmenter considérablement la production de nourriture, toujours dans les 50 dernières années, un multiplicateur de 3,5. En bas, la démographie s'est multipliée par 1,5 à peu près, et vous voyez, le résultat, c'est que la nourriture par personne, ce qui est en vert en bas, ça progresse. Hein. Excusez-moi, la population totale, c'est un facteur presque 2,3 ou 2,4. Hein. Donc on a absorbé le choc démographique, contrairement à ce que pensait Malthus, et on a fait des progrès en termes relatifs. On parle beaucoup aujourd'hui du pourcentage de sous-alimentés, hein, c'était un des objectifs du millénium, c'était de faire baisser la part des sous-alimentés dans la population totale, et on a atteint l'objectif pratiquement. Hein. Donc il y avait 30% de sous-alimentés en 1930, et il n'y en a plus que 11% aujourd'hui. Mais compte tenu du chiffre de la population en 1930, en valeur absolue, ça a augmenté, et donc c'est toujours quelque chose qui peut être considéré comme un défi pour l'avenir. Voilà les prix. Évolution de l'indice déflaté des prix internationaux des aliments. Donc clairement, ça diminue, mais vous voyez là un énorme problème, ce sont les pics, la volatilité des marchés. Et je dis souvent que le métier de chef d'exploitation agricole ou le métier de directeur d'usine agroalimentaire, c'est un des métiers de management, de gestion les plus compliqués au monde, si je compare ça à d'autres secteurs, parce qu'il faut encaisser des chocs de cette nature qui sont de l'ordre de 1 à 3, 4 en l'espace de 2-3 ans. Donc vous voyez les capacités d'adaptation qu'il faut. Alors sur la sûreté alimentaire, bon là les statistiques sont incontestables, hein, j'ai donné ici les chiffres pour la France, hein, les maladies, les toxi-infections, 15 000 décès par an dans les années 50, aujourd'hui on est à, disons, entre 100 et 200, donc là on a gagné la bataille. Hein. Cependant il faut savoir que la sûreté n'est pas la sécurité alimentaire, et on peut dire qu'aujourd'hui, le bilan n'est pas très rose, si je puis dire, en matière d'insécurité alimentaire. Et en particulier, on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais à mon avis, c'est le défi majeur, hein, c'est la santé publique, parce que la malnutrition concerne 4 milliards de personnes sur 7 milliards 400 millions, c'est énorme, hein, c'est plus de la moitié de la population qui souffre de ça. Donc en gros, pour aller vite, 2 milliards en déficit alimentaire et 2 milliards en excès alimentaire. Donc ça signifie que ni le système traditionnel, ni le système agro-industriel ne sont parvenus à résoudre cette très grave question. Finalement, c'est une question de survie, évidemment. S'il n'y a pas la santé, eh bien, on disparaît. Hein. Alors ensuite, du point de vue social, partage inéquitable des ressources, ça a été évoqué, ce qu'on appelle le partage de la valeur dans les filières. Il est certain que l'agriculteur eh bien, a une portion congrue aujourd'hui. Bon, je ne dis pas que les autres portions qui sont consommées par les industriels ou les commerçants sont injustifiées, parce que derrière ce que font les industriels et les commerçants, il y a évidemment des investissements, des services, etc., de la main-d'œuvre qu'il faut bien rémunérer. Mais dans les rapports de force, eh bien, c'est l'agriculteur qui est défavorisé. Bon, il y a ensuite l'opacité, qui est quelque chose que le consommateur ne supporte plus, c'est-à-dire les fraudes, les tromperies, etc. Et il faut dire que malheureusement, la tendance à, comment dirais-je, mettre le marketing en avant est probablement quelque chose qui ne favorise pas la transparence dans les filières. Le discours du marketing est souvent à la limite, il est toujours sur le fil du rasoir en ce qui concerne la clarté et la véracité. Économique, j'en ai parlé, mais j'ajoute les délocalisations, c'est-à-dire c'est la tendance à la spécialisation des zones de production, et donc il est évident que certaines zones sont favorisées par rapport à d'autres, et on le voit très bien dans la plupart des productions agricoles et pour l'élevage, et puis ce fléau des pertes et gaspillages, bon, même si les chiffres qu'on a pu voir, notamment à travers les rapports de la FAO, sont probablement exagérés, il y a quand même quelque chose ici qui est tout à fait préoccupant et choquant. Et enfin, bon, l'écologie, on en a parlé, disons l'environnement, une baisse dramatique de la fertilité des terres,
mais nos collègues agronomes sont en train d'apporter des solutions. L'eau, raréfaction de l'eau et effondrement de la biodiversité, ce qui rend vulnérable d'ailleurs le système agro-industriel, puisqu'on travaille sur un nombre d'espèces très, très limité. Et donc, il suffit qu'il y ait un virus ou quelque chose comme ça sur... Bon, on l'a vu avec la crise de la vache folle et des abattages massifs, hein, qui étaient au nom du principe de précaution, mais quand même, on peut s'inquiéter sur des risques de catastrophes, disons, pathologiques majeures de ce côté-là. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer, la faible résilience aux crises. Alors, on en arrive maintenant au scénario. Là, encore une fois, vous m'excuserez, c'est à la limite de la simplification abusive, mais ça permet de comprendre les choses, et ensuite on peut compléter, on peut faire des lectures, etc. On peut discuter surtout sur les scénarios, mais vous verrez que là, il y a, disons, la prospective, c'est essayer de prévoir différents avenirs possibles pour choisir l'avenir souhaitable. Alors oui, j'ai convoqué la Gramsci, qui revient à la mode d'ailleurs. Bon, il a écrit dans ses carnets de prison 1930. Hein. Donc là aussi, on était à une époque charnière. Hein. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors les monstres, ça peut être d'ailleurs, on l'a évoqué ce matin, des méga-fusions entre entreprises, hein, qui créent des monopoles, et il est évident que le monopole est quelque chose de dangereux pour la sécurité alimentaire mondiale, si je reste dans ce domaine. Hein. Mais il y a aussi la concentration urbaine, qui peut être quelque chose d'extrêmement dangereux, et si je dois aller sur le terrain politique, il y a les populismes, etc. Alors voyons quelles sont les grandes variables de la prospective. Bon, il y a évidemment la démographie, on revient à Malthus, hein. Donc la population continue à augmenter, certains nous disent 10 milliards, peut-être un peu moins en 2050, 11 ou 12 milliards en 2100, et puis après c'est le déclin démographique parce qu'il n'y a pas le renouvellement des générations par le taux de fertilité. Là, ce que j'ai voulu montrer là-dessus, c'est la croissance urbaine. Donc vous voyez, la courbe rouge, c'est l'urbain, et le croisement des deux courbes, c'est au milieu des années 2000, hein. Et puis les ruraux, alors on n'a pas encore atteint le sommet de la population rurale, mais si on laisse faire les choses, hein, c'est ce qu'on appelle le scénario tendanciel, ça va décliner. Alors ça interpelle quand même, hein, cette histoire de population, répartition de la population. Donc on a encore 2 milliards, un peu plus de 2 milliards à nourrir d'ici 2050, hein, plus 30%, c'est quand même pas négligeable. Alors ce qui est notable, c'est que 75% de citadins en 2050, et c'est là que j'attire votre attention, la moitié de ces 75%, c'est dans des très grandes villes de plus d'1 million d'habitants. Mais en même temps, ça signifie que les 2 tiers, donc il reste 2 tiers de population qui ne sont pas dans les villes de plus d'1 million d'habitants, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler des rurbains, avec un système alimentaire qui peut être assez différent de celui qu'on observe aujourd'hui. Et je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Alors, quelles sont les autres variables clés? Bon, les maladies chroniques d'origine alimentaire dont j'ai parlé, et qui sont visibles, mais qui ne sont pas encore un sujet politique. C'est pour ça que je pense que la communauté nationale et internationale n'a pas pris conscience encore du degré de gravité de cette crise, parce qu'elle est assez lente. Bon, aux États-Unis, on commence maintenant à se préoccuper fortement. Donc, évidemment, je parle de l'obésité, du surpoids, disons, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, et puis certains cancers. Et ce qui est frappant, c'est que ça touche, certes, les pays riches, mais aussi les pays pauvres. Les maladies d'origine alimentaire touchent, et d'ailleurs elles touchent les pauvres dans les pays riches, et elles touchent les pauvres des pays pauvres, mais aussi une classe, la classe moyenne des pays pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a une aspiration, disons, à une consommation plus riche en lipides, en sucre, etc. Bon, la gouvernance des filières, j'en ai parlé. Il faut regarder si on va privilégier, et là c'est le rôle des politiques, des gouvernements, une gouvernance par l'actionnariat, c'est-à-dire par les financiers, ou une gouvernance par les partenaires, c'est-à-dire ceux qui contribuent à la production, les agriculteurs, les industriels, etc. Mais aussi partenarial, ça veut dire les consommateurs. Bon, changement climatique,
si j'écoute certains collègues à Supagro, il y a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Et donc là, est-ce que la COP21, le Bourget, tout ça, on a signé des choses, mais il faut qu'elles rentrent en application. C'est assez urgent. Bon, l'épuisement des ressources fossiles, on parle beaucoup des énergies, mais il y a le phosphore. En agriculture, c'est fondamental, et on est en voie d'épuisement du phosphore. Les ressources naturelles, j'en ai parlé. Un sujet qu'on a effleuré aussi, qui est très important, bon, c'est l'information loyale et transparente des consommateurs. D'ailleurs, comme c'est indiqué dans le droit commercial, c'est comme ça que ça doit être. Mais ce n'est pas le cas. Et deuxième chose, c'est le big data. Le big data, c'est-à-dire l'accumulation des données. Alors, est-ce que c'est l'oligopole GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui vont monopoliser l'information, et puis la vendre ensuite, évidemment, et par ce biais, elles vont pouvoir piloter beaucoup de choses, ou bien, et c'est un grand enjeu dans l'agriculture française, européenne et mondiale, ou bien est-ce que ce sont les organisations agricoles, les organisations de l'agroalimentaire, etc., qui s'emparent de ça, et qui ensuite, évidemment, le fournissent à leurs adhérents, parce que le big data va être, il commence déjà d'ailleurs sérieusement, à être une condition impérative pour pouvoir bien gérer les entreprises. Et enfin, bon, les valeurs, alors là, ça c'est une question aussi de fond qui nous amène sur le terrain de la philosophie. Alors nous sommes avec, disons, l'économie de marché généralisée, etc. Et la théorie économique dominante actuellement, c'est qu'on nous dit que l'optimisation se fait par le prix, entre une offre et une demande, un équilibre, etc. Or, le consommateur, de plus en plus, demande autre chose que la valeur marchande des biens. Il demande aussi une valeur environnementale et une valeur sociale. Et d'ailleurs, je pense que les entreprises du futur qui vont gagner, ce sont celles qui, les premières, vont introduire dans leurs produits les deux autres valeurs qui sont très peu présentes aujourd'hui. Alors, la continuité, bon, c'est le prolongement de l'agro-industrie. Alors, il faut dire que l'agro-industrie a rendu d'éminents services, hein, je l'ai signalé, en particulier ce qu'on a oublié aujourd'hui, mais l'autosuffisance alimentaire de l'Europe, hein, c'est une des raisons d'ailleurs de la création du marché commun agricole et de la PAC. Elle a été obtenue grâce à ce modèle d'intensification, etc. Hein. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Alors, quels sont les défauts que je vois dans ce modèle? C'est que, on en a parlé aussi, c'est la banalisation alimentaire. C'est-à-dire qu'on considère dans ce modèle d'industrie de masse que, finalement, une boîte de petits pois, un pot de yaourt, etc., c'est comme une paire de chaussettes. Voilà. C'est-à-dire le contenu, c'est un usage, comment dirais-je, très simplifié. En gros, c'est il faut manger pour vivre. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, deuxième chose, en technologie, on va continuer à voir la poursuite de la spécialisation des bassins de production, et donc les délocalisations qui vont avec, des filières très longues, et l'intensification. Alors pourquoi l'intensification, et notamment l'intensification chimique, va se poursuivre? Parce qu'on est sur des modèles d'affaires, des modèles techniques qui procurent des profits. Et je ne fais pas de critique du profit. Mais lorsque vous avez trouvé un bon modèle d'affaires qui permet à votre entreprise de prospérer, il n'y a pas de raison d'en changer. Et c'est pour ça que c'est sous la pression du consommateur que les choses vont changer, beaucoup plus que sous celle des entrepreneurs, tout au moins ceux qui sont aux manettes des plus grandes firmes qui finalement font l'économie mondiale. Bon, j'ai parlé de la financiarisation et des externalités négatives. Alors, bon, les chercheurs travaillent aussi sur des solutions en matière d'alimentation. Il y a 30%... Bon, je voudrais dire à cet égard, parce qu'on nous dit toujours, arriverons-nous à nourrir 10 milliards d'hommes? Mais déjà aujourd'hui, on peut nourrir correctement 10 milliards d'hommes. Si vous faites le ratio entre la production mondiale d'aliments et la population, vous dépassez, vous êtes pas loin de 3000 kilocalories par tête et par jour, ce qui est très supérieur aux standards nutritionnels. Donc aujourd'hui, il y a assez à manger pour tout le monde, et à manger de façon abondante. Le gros problème, c'est la répartition. Je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur la répartition et la qualité des aliments que sur l'augmentation de la production. Alors voilà dans les usines, d'ailleurs il y a déjà des entreprises, hein. Là c'est quelque chose qui est en marche. Hein. Donc il y a la tour maraîchère à Romainville, presque 5 millions d'euros. On peut se poser la question là, parce que l'impact social... Bon. Steak de bœuf 3D de Modern Mido, donc vous mettez de la poudre dans une imprimante 3D, il sort un steak.
Alors, et enfin, c'est tout récent, ça, il y a un lait issu de levure. Alors, je crois que ce sont des très belles prouesses technologiques qui ont des effets sur l'environnement. Hein. Vous avez les chiffres là. Bon, ça, c'est un peu de l'auto-promotion par les entreprises, les startups qui cherchent de l'argent. Donc, elles indiquent les bénéfices, notamment en termes de consommation énergétique et de diminution des gaz à effet de serre. Mais il faudra les vérifier. C'est d'ailleurs le chercheur, le scientifique, il a besoin de vérifier tout ça. Alors, compte tenu de tout ce que j'ai dit, vous avez bien senti qu'il fallait imaginer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, évidemment, il regarde les inconvénients du modèle dominant, il essaye de le corriger. Et ça s'appelle système alimentaire territorialisé. Alors, le premier objectif, qui a été énoncé par la FAO il y a... Bon, excusez-moi, il faut que je passe à la diapo suivante. C'est la FAO 2010, et vous voyez en couleur ici, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les objectifs d'alimentation, au-delà des calories par jour, hein, c'est un avantage culturel, un avantage nutritionnel et un avantage sur les ressources naturelles et humaines. Donc là, c'est un changement assez radical par rapport à une vision purement quantitative, hein, que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc la ruralité, c'est vrai, on parle énormément des villes, nourrir les villes, etc. La communauté scientifique s'est emparée, d'ailleurs à juste titre, de ce sujet. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la question du rural est une question très stratégique. Parce que développer le rural, en même temps, c'est limiter la concentration urbaine qui provoque des effets quand même assez négatifs. Alors, triple proximité, très rapidement, mais c'est vraiment le cœur de la nouvelle théorie des SAT, c'est proximité entre le végétal, l'animal et la forêt dans la production agricole. Alors qu'on vient de 50 ans ou 100 ans d'hyper-spécialisation. Et certains appellent ça l'agro-silvopastoralisme ou encore l'agroécologie. C'est un modèle technique radicalement nouveau par rapport à l'intensification chimique. Et ce matin, avec les nodules des légumineuses, on a un très bel exemple là d'une base scientifique pour renouveler les modèles de production agricole. Ça, c'est la première proximité. La deuxième proximité, qui n'existe plus aussi, c'est entre la matière première agricole et la transformation par l'artisanat ou l'industrie alimentaire. On a des chaînes, des filières extrêmement longues. Quand vous buvez des jus de fruits, en général, ce sont des jus à base de concentré surgelé. Par exemple, pour l'orange, ça vient en large majorité du Brésil. Et je parle là du jus d'orange consommé, fabriqué en Europe par reconstitution sur la base de concentré. Donc, des filières très longues. Et la troisième proximité, c'est entre l'aliment à la sortie de l'usine, si je puis dire, et le consommateur. Il y a un besoin c'est ce qu'on appelle parfois les circuits courts, etc. Mais j'ajoute que, économiquement, on ne peut pas penser généraliser les circuits courts parce que ce serait l'enfermement dans des territoires qui ne pourraient pas vivre eux-mêmes pour des raisons évidentes. On a besoin des échanges internationaux et interrégionaux. Et enfin, ce sont des réseaux entre entreprises, et notamment cette agriculture familiale et ces micro-entreprises. Vous savez qu'il y a 11 000 PME en France dans l'agroalimentaire. C'est un tissu extrêmement dense qui fait vivre les régions. Donc si on laisse aller le mouvement de concentration, ça va disparaître. Bon, enfin, dans les modèles de gouvernance que j'ai évoqués, l'économie sociale et solidaire, qui est très présente d'ailleurs en agriculture avec les coopératives, eh bien c'est un modèle qu'il faut promouvoir parce qu'il répond à beaucoup d'aspirations à la fois des citoyens, des consommateurs, mais aussi des producteurs. Alors, je vais m'arrêter rapidement là-dessus, parce que finalement, on vient d'un modèle où c'était la taille qui faisait la performance. Aujourd'hui, les économistes réfléchissent à ce qu'on appelle downsizing, c'est-à-dire la réduction de la dimension des usines. L'économie circulaire qui a été indiquée tout à l'heure dans une question, à juste titre, et puis les réseaux d'interconnexion. Il y a, ça c'est une théorie qui a été développée par un prospectiviste américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, et qui a brossé une vision du futur, bon c'est dans une ou deux générations, qui est assez radicalement différente du présent. Donc il y a une rupture par rapport au modèle précédent, ce que je viens d'expliquer.
ce qui nécessite des investissements importants en recherche et développement. Pourquoi? Première raison, c'est qu'on a des écarts de compétitivité économique entre une PME et une énorme entreprise qui a une production, une capacité productive énorme. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Plus vous sortez de pots de yaourt, et plus le coût incorporé dans un pot de yaourt va diminuer. Hein, c'est arithmétique. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre cette compétitivité économique par la taille? Eh bien par la différenciation qualitative des produits. C'est-à-dire monter, ce que les gens du marketing justement appellent monter en gamme. Plus de qualité. Parce que le standard moyen de qualité des produits alimentaires, je parle de qualité totale, hein, organoleptique, etc. Ce standard est assez faible. Donc il y a toute une marge de progrès à avoir, et l'Europe et la France sont très bien placées pour ça. Et puis, bon, l'origine, hein, l'ancrage territorial, c'est quelque chose que réclame le consommateur, et la triple performance qu'on a déjà évoquée, certes économique, mais aussi sociale et environnementale. Et le deuxième levier, c'est la mutualisation des ressources. C'est-à-dire qu'on achète les intrants en commun, à plusieurs entreprises, on partage des ressources humaines, un directeur de financier, un directeur marketing, etc. Et ça permet d'augmenter la compétitivité. Alors, pour rapidement revenir à l'agriculture, Pierre-Marie Bosc l'a évoqué, mais on a un modèle où on est tombé à moins de 3% de la population active agricole en France, hein. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est encore moins, etc. Donc j'ai représenté là-dessus l'évolution jusqu'à aujourd'hui, 2013. Il y a effectivement, ça a été indiqué, 1,3 milliard de personnes actives dans l'agriculture. Ça représente presque 40% de la population active totale mondiale. Et je dois dire que ce chiffre de 1,3 milliard est sûrement très sous-estimé. Parce que la définition des Nations Unies sur la population active, elle ne s'applique pas à l'agriculture. Hein. Je pense au travail des enfants, au travail féminin, etc. Donc là, nous en sommes rendus là aujourd'hui, et il y a deux scénarios. Là aussi, c'est très simplifié. Le premier scénario, c'est ce que j'appelle le scénario du mimétisme. Faisons comme ces pays riches, pays occidentaux, qui ont développé fantastiquement leur agriculture, et on va tomber comme eux à 3%. Donc là, vous passez de 1,3 milliard à 100 millions d'actifs agricoles. Donc on divise par plus de 10. Hein. Le deuxième scénario, au contraire, c'est avec un modèle alternatif plus dense en emploi, c'est très important, et heureusement que la PAC commence à se préoccuper de ça, eh bien on a 15%, c'est-à-dire on divise par 2 au lieu de diviser par 10. Et on l'a fait en France, hein. Souvenez-vous, combien d'agriculteurs on avait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On a divisé le nombre d'agriculteurs de façon radicale. Donc ce scénario, alors, ça c'est inacceptable, c'est-à-dire c'est une bombe sociale, hein, sans parler des problèmes de changement climatique, de migration, etc. Hein. Donc on ne peut pas, comment dirais-je, reproduire par mimétisme ce modèle, c'est pas possible. Il faut inventer autre chose. Et il faut dire aux pays en voie de développement, hein, quand on rencontre des dirigeants dans les pays du Sud, ils nous disent, mais c'est formidable, vous avez bien réussi, on va faire la même chose. Voilà. Mais non, c'est pas la peine, on n'est pas obligé de passer par ça. Il n'y a pas les étapes de la croissance. Hein. On peut imaginer un autre chemin. Alors finalement, la réalité, c'est évidemment la cohabitation. C'est pas tout industriel ou tout territorialisé. Il va y avoir un scénario hybride. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour les mégalopoles. Ces très très grandes villes ont obligatoirement un bassin d'approvisionnement qui dépasse d'ailleurs l'échelon national, qui doit être international, avec des chaînes logistiques bien performantes, etc. Donc ça, c'est un tiers de la population mondiale. Et là, je crois qu'on va vers l'agriculture de firme, hein, qui a été bien décrite tout à l'heure par François Purcell. Mais pour les 2 tiers de l'humanité, on peut imaginer une croissance d'un modèle alternatif pour les villes moyennes et les zones rurales. Mais pourquoi je dis croissance soutenue? Parce que si elle n'est pas soutenue par des politiques adéquates, le rouleau compresseur qui a les moyens financiers, et je dois dire aussi les moyens intellectuels, eh bien, va envahir la totalité de la planète. Alors j'arrive à la conclusion. En conclusion, je voudrais réinsister sur le fait que l'alimentation n'est pas qu'un bien marchand. C'est aussi un bien biologique et culturel.
On peut même dire que c'est quelque part un bien commun de la planète et de l'humanité, un peu comme l'air, l'eau, enfin tout ce qui est essentiel à la vie. Et donc il faut reconfigurer les politiques en fonction des objectifs de durabilité et de progrès. Alors on parle beaucoup d'innovation, mais l'innovation sans progrès n'a pas de sens. Il faut qu'elle amène un plus du point de vue du bien-être environnemental, social et économique. Hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc sur quoi comment on pourrait, quels seraient les guichets, les volets d'une politique, alors moi je dis politique alimentaire et agricole. Hein. On a failli ajouter un deuxième A à la PAC, et je pense qu'au prochain coup en 2020 on va le faire, mais il faut repartir de la base, c'est nourrir les consommateurs et les citoyens. Donc pour ça, il faut aussi éduquer et informer le consommateur. L'éducation est fondamentale. Les enfants n'apprennent plus ce qu'est une nourriture équilibrée. Donc il faut aller primaire, collège, très important aussi, lycée, université, etc. Dans nos programmes scolaires, évidemment. Hein. Bon, l'équité alimentaire, ça aussi, il y a des gens... Le seuil de pauvreté, malheureusement, rassemble de plus en plus de pays du monde, de populations dans tous les pays du monde, et donc il faut réfléchir à l'équité alimentaire. Parce que dans le modèle alternatif que j'ai mentionné, les prix alimentaires nécessairement vont augmenter parce qu'ils incorporent davantage de qualité et davantage d'emploi, de valeur sociale. Donc ça va être plus cher. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne peuvent pas payer l'alimentation plus chère? Ben, il y a des solutions qui ont été expérimentées, avec succès d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a les tickets alimentaires, 40 millions de personnes. Hein. C'est considérable. Mais ça permet, en plus, sur les budgets publics, ça coûte beaucoup moins cher que de mettre la baguette à 10 centimes d'euros, ou même pas, en Afrique du Nord, hein, parce que le pain, c'est la condition de la paix sociale. Alors en agriculture, les problèmes vraiment cruciaux, la maîtrise du foncier, ça a été, hein, les concurrences d'usage pour la terre, il faut absolument résoudre ça. En plus, il y a un bénéfice écologique que l'on connaît. Les soutiens aux revenus, on ne connaît pas d'exemple dans le monde entier, sauf peut-être la Nouvelle-Zélande, avant on citait l'Argentine aussi, d'agriculture qui fonctionne sans subvention. Hein, ça n'existe pas. Donc il faut des aides compensatoires, il faut aider aux investissements, il faut des filets de sécurité avec les assurances, et puis il faut miser, hein, on l'a dit, sur la multifonctionnalité. Le métier d'agriculteur, c'est certes à la base et en grande majorité nourrir la planète, mais derrière il y a les fonctions sur l'environnement, et puis il y a une fonction économique qui peut créer de l'activité et des emplois. Eh ben, c'est l'écotourisme, hein, le tourisme vert, etc. C'est une piste extrêmement importante, mais qu'il faut encourager. Bon, trouver des statuts juridiques et fiscaux pour ces activités. Bon, ensuite, il faut organiser les filières. Chez nous, elles sont très bien organisées, mais vous faites quelques centaines de kilomètres vers le sud. Malheureusement, c'est un point très faible. Réguler les marchés, c'est impossible. Souvenez-vous de la courbe de la volatilité. C'est nécessaire, pardon, parce que cette volatilité est dramatique. Hein. Contrôle de la qualité, construction et contrôle de la qualité. Bon, l'Europe est assez avancée là-dedans, mais il faut faire en sorte que ce soit mieux respecté. Et enfin, alors que l'enseignant-chercheur qui vous parle, évidemment, ne peut pas faire l'impasse là-dessus, et je l'ai déjà indiqué, investissement en recherche-développement, inventer de nouveaux systèmes de production durable, notamment en agriculture. Là, c'est un petit raccourci de tout ce qu'on a dit. L'enjeu des semences est colossal. C'est pour ça que la monopolisation de la production de semences est quelque chose qui n'est pas acceptable. L'agroécologie, les outils de pilotage numérique. Pierre-Marie l'a dit tout à l'heure, l'agriculture du futur, ce n'est pas l'agriculture de grand-papa, évidemment. C'est quelque chose que je qualifie de post-moderne. Il faut que le métier soit attractif aussi, évidemment. Alors je termine sur quelques lueurs d'espoir, hein, un paysage un peu sombre que j'ai présenté, mais moi je suis plutôt optimiste, hein, parce que l'Association des régions de France s'est emparée de ce sujet. On a fait une déclaration à Rennes il y a 2 ans pour des systèmes alimentaires territorialisés. Et en gros, ça veut dire reconquête des marchés intérieurs dans les régions françaises ou étrangères, mais évidemment ce ne sera jamais la totalité de l'alimentation des régions, mais on peut beaucoup progresser. Et puis, évidemment, c'est la production locale, durable, etc. Et d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, hein, il y a eu un premier PNA, Programme National pour l'Alimentation, il y en a un second qui est en cours, qui va dans la bonne direction, et surtout, je crois, ce qui montre vraiment un changement
dans les approches politiques notamment, c'est un projet de loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale en décembre 2015 et qui a été discuté par le Sénat, amendé, qui doit revenir devant l'Assemblée nationale. Je pense qu'il va passer. Et là, ça, c'est un indice de changement assez net. Alors encore une fois, ça va prendre du temps, mais je crois que sous l'impulsion des consommateurs, eh bien, il faut changer. Et je termine par Brillat-Savarin, puisqu'on est dans l'enceinte académique. Et bon, c'est toujours d'actualité, ça. Merci de votre attention.